Hugo Ruggieri, bonjour et bienvenue sur justice.cool. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement? Bonjour Romain, merci de m'avoir invité. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Hugo Ruggieri, je suis avocat de formation avec une spécialisation en droit du numérique et des nouvelles technologies. Mais dès la sortie de l'école des avocats, j'ai rejoint Doctrine, la Legal Tech, en tant que directeur juridique. Donc j'y suis depuis maintenant plus de 6 ans. Je m'occupe de tous nos enjeux juridiques et même désormais aussi affaires publiques et de notre conformité, donc à tous les textes qui peuvent nous être applicables. Alors, je t'ai demandé aujourd'hui de venir pour qu'on échange un petit peu sur des thématiques qui nous sont chères un peu à Doctrine et à justice.cool, puisqu'on va parler d'IA. L'objectif, c'est d'essayer de projeter un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, c'est vrai que les choses bougent beaucoup et que c'est très compliqué de faire la prospective à long terme. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui se demandent comment vont évoluer leur métier, parce qu'il y a le conseil et le contentieux qui vont évidemment être impactés, le reste de la chaîne de valeur de la justice également. Donc l'idée, ça va être de faire un exercice de prospective, mais pour commencer, pour faire de la prospective, c'est toujours intéressant de voir de où on part. Donc j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur la façon dont Doctrine a abordé la question de l'IA et donc de la recherche, puisque historiquement, je crois que ça a toujours été un pôle très important chez vous. Parfaitement. En fait, c'est vrai que les questions que tu poses et qu'on va aborder, elles prennent un nouveau sens aujourd'hui avec la rupture de l'IA générative. Mais comme tu le précises, il y a eu une première phase de rupture il y a quelques années déjà, dont on a été moteur chez Doctrine. Et donc, on s'est déjà posé une première forme de ces questions. Doctrine née en 2016 de 3 cofondateurs, Antoine Ducéo, Nicolas Bustamante et River Champémont, qui font le constat que l'information juridique explose. Il y a une citation de notre Premier ministre actuel lors de son discours de politique générale qui constatait qu'il y a plus de 44 millions de mots pour dire le droit sur Légifrance et surtout que ce chiffre a plus que doublé sur les 20 dernières années. Donc non seulement le droit est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de choses à connaître, à savoir, il se densifie d'une manière considérable, mais en plus cette densification s'accélère ces dernières années. Et donc là, on parle par exemple du droit, donc les textes applicables, mais pour la jurisprudence, c'est pareil. Il y a plus de 3 millions de décisions qui sont rendues chaque année par l'ensemble des juridictions françaises. Donc voilà, la masse d'informations pour un juriste aujourd'hui, qu'il soit avocat ou en entreprise, elle est absolument considérable. Et donc c'est le constat dressé en 2016. Excuse-moi, est-ce que tu connais la proportion de ces décisions qui sont publiées réellement? Elle est assez faible encore, tant que l'open data n'est pas complètement en vigueur sur les décisions des premières instances, puisque c'est elle qui compose la majeure partie de ce flux. À la louche, je dirais que c'est peut-être 10-15%. Ouais, ok. Mais c'est un chiffre que je sors un peu Oui, là, comme désolé, ça. je te pose la question Mais un peu par surprise. Mais... en gros, aujourd'hui, on a toutes les décisions des hautes juridictions et des cours d'appel, une partie des tribunaux judiciaires de première instance. Il manque encore toute la chaîne pénale, les conseils prud'homaux et le reste des tribunaux judiciaires ainsi que les tribunaux de commerce. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai donné ce chiffre, qui est peut-être un tout petit peu plus élevé, mais je pense pas que ça dépasse un tiers. Okay. Et donc 2016, il y a justement l'avènement de l'open data avec la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 qui consacre ce principe, même si la justice a toujours été publique et donc l'accès aux décisions était possible sur le fondement de la publicité de la justice. Mais il se passe une autre chose, c'est un peu le boom de la première vague de l'IA avec la maturation de certaines technologies de traitement du langage naturel, des premiers frameworks qui permettent en particulier de faire quelque chose que Doctrine fait très bien, ce qu'on appelle la reconnaissance d'entités nommées, Named Entity Recognition, NER en anglais, et donc qui consiste à pouvoir repérer dans un input, donc du texte, tout un tas d'informations qu'on aura entraîné notre algorithme à repérer. Et ça, c'est extrêmement important dans la rupture technologique de la legal tech, parce que ça permet de retrouver les liens entre les différentes informations juridiques.
Le parallèle que j'aime toujours prendre pour expliquer un peu ce que fait Doctrine, c'est Google sur la recherche. Google arrive sur la recherche dans le web en disant en fait ça sert à rien de compter le nombre d'occurrences d'un mot sur une page. Ce qu'il faut, c'est savoir qui fait autorité et donc vers qui on fait des liens. Et donc pour ça, ils ont que à repérer la structure dans le code HTML d'une page d'un lien hypertexte et voir où est-ce que ça renvoie et suivre ainsi le maillage. Si on veut faire la même chose en droit, on est obligé de repérer des expressions. D'après la Cour de cassation, dans un arrêt du XXX, numéro de RG, truc. En fait, ça, on peut pas facilement prévoir toutes les expressions et les formulations qui arriveront. Et donc, on est obligé d'avoir quelque chose de plus intelligent, si le terme est pas trop... c'est pas le terme le plus adéquat, mais bon, c'est celui qu'on a utilisé. Et donc, d'intelligence artificielle. Et donc, Doctrine arrive sur le marché en 2016 en disant on va construire le maillage des renvois d'informations juridiques entre elles, ce qu'on a appelé le legal graph, en entraînant des algorithmes donc de reconnaissance d'entités nommées à travailler sur toutes les informations juridiques et y repérer tout un tas d'informations, des dates, des personnes, des textes, des décisions de justice, des références à des notions juridiques. Il y a énormément de travail qui a été fait sur cette structuration de la donnée pour quand on a une décision donnée en base, par exemple une décision de justice, et en fait elle sera liée grâce à ce travail à toutes les décisions de la chaîne dans l'affaire, si c'est une décision de cour d'appel par exemple à la première instance et à la cassation éventuelle, à ces dates, aux avocats et cabinets qui sont intervenus dans la décision, aux entreprises qui sont éventuellement intervenues dans la décision, aux textes de loi qui vont être appliqués, aux décisions qui vont porter sur les mêmes thèmes, aux décisions qui vont appliquer les mêmes types d'articles, à des commentaires librement accessibles sur le web qu'on indexe du coup comme tiers agrégateur qui vont éventuellement commenter cette décision et la mettre en perspective avec d'autres décisions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On construit ce maillage entre toutes ces informations. Donc vous enrichissez plutôt les décisions de justice avec tout un tas de données qui ne sont pas forcément de la doctrine, malgré votre nom, si j'ai bien compris, et qui servent à la fois de metadata et de graphes pour relier les différentes décisions les unes avec les autres. C'est pas que les décisions, le legal graph, il fonctionne sur tout. Donc sans faire de promo, mais juste pour te montrer un exemple, moi une fonctionnalité que j'aime bien, c'est tu arrives sur un article de loi, tu compares la version actuelle avec la dernière version en vigueur, donc tu as un diff qui apparaît avec en rouge ce qui a été supprimé, en vert ce qui a été ajouté, et sur le côté directement, tu as tous les documents parlementaires qui ont amené à cette modification précise. Ça aussi c'est du legal graph. Et donc il n'y a pas de décision de justice ici, mais en fait on met en perspective, on contextualise toutes les informations juridiques qui font référence les unes aux autres. Oui, c'est ce qu'on en avait parlé il y a quelques temps quand on avait préparé l'interview. L'idée était de mieux comprendre encore la philosophie derrière les lois et donc de permettre, que ce soit aux juges comme aux avocats, de pouvoir mettre en avant justement l'esprit de cette loi au moment où il y a une ambiguïté qui pourrait apparaître. Exactement. En fait, c'est répondre à un problème qui est l'information juridique avant qu'on fasse ce travail, elle est un peu silotée. Tu la trouves dans plusieurs endroits et elle est accessible. C'est de la donnée publique qu'on utilise, donc qui a toujours été accessible d'une manière ou d'une autre. Mais de manière silotée, parfois un peu cachée. Et donc nous, on fait apparaître ces liens, on les rend visibles, on coupe cette obscurité, on met de la lumière là où il y avait de l'obscurité, grâce à notre intelligence artificielle qui va retrouver ces liens. En fait, on va, par exemple, donc sur cette modification législative, repérer dans les documents parlementaires qu'on parle bien de ce texte-ci, et donc être capable de retracer ce fil d'Ariane en fait. Qu'on va rendre accessible grâce à cette technologie. Et à l'intérieur de la décision, est-ce que vous êtes capable également de lier en gros les différentes causes et les différents arguments qui sont évoqués dans la décision de justice avec les décisions elles-mêmes, c'est-à-dire en gros le parsémotif, etc., ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est compliqué? Parce que nous, c'est des choses qu'on a essayé de faire en 2017 quand on a commencé à travailler sur justice.cool, c'était d'arriver à remonter en gros, à redéfinir, à retrouver les lois à l'intérieur des décisions de justice. C'est quelque chose qui jusqu'en 2020 était totalement impossible. L'état de l'art ne permettait pas. On a essayé de craquer le truc. On n'a pas réussi à l'époque. Donc on est retourné ensuite
et ça a permis de justifier un certain nombre d'autres choses parce que la justice n'est pas une matière qu'on peut traiter de la même manière que toutes les autres. Et donc, on est retourné ensuite vers plutôt des moteurs de règles pour pouvoir pour pouvoir utiliser ces règles en question. Mais est-ce que vous avez essayé de lier justement les parsémotifs avec les arguments et essayer de réfléchir et de donner de l'intelligence dans la décision elle-même? Non, on n'a pas encore travaillé là-dessus et ça va peut-être faire un lien avec les questions ensuite. Je pense qu'effectivement, en fait, c'était quelque chose qui aurait été possible sur des matières extrêmement spécifiques avec, comme tu le dis, des moteurs de règles très artisanaux et donc perfectionnés sur une matière donnée. Donc, je pense qu'on pouvait faire un travail comme ça sur une verticale assez spécifique. Oui, c'est le choix qu'on a fait, justement. Voilà, c'est ce qui avait du sens. Il y a des acteurs qui sont assez réputés dans la legal tech là-dessus. Hein. Je pense que un case law analytics, c'est un peu ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Donc nous, on essaie d'être généraliste le plus possible. Et donc, on s'est pas attelé à ce genre de tâches de manière universelle sur l'ensemble du fond. Et je pense que c'est le genre d'usage qui va être débloqué par l'IA générative. C'est pour ça que j'abordais la question. En fait, nous, pour être tout à fait honnête, on a beaucoup fait de recherches entre 2017 et 2020. On avait une super équipe de data scientists qui, juste avant, pendant le Covid, a pris un peu de plomb dans l'aile pour être tout à fait transparent. Donc, on a dû malheureusement se séparer de pas mal de data scientists. Néanmoins, quand est arrivé l'IA générative, que tout le monde avait vu quand même arriver, mais pas avec cette puissance, c'est-à-dire que nous, on avait déjà travaillé sur GPT à l'époque, mais quand est arrivé OpenAI et ChatGPT, l'usage et la puissance avec laquelle cette vague a démarré a été vraiment, comment dire, a balayé en fait une grosse partie des travaux qu'on avait menés à l'époque. Donc finalement, on avait de la chance depuis avoir ces data scientists parce que je ne sais pas comment on les aurait réorientés. Et aujourd'hui, on hésite encore à réembaucher beaucoup en R&D parce que on se demande comment on va aborder la question de la rentabilisation de cette recherche face aux géants de l'intelligence artificielle. Alors je sais que vous, c'est un choix différent que vous avez fait, et notamment parce que vous avez beaucoup de décisions de justice qui vous permettent de faire pas mal de choses, notamment sur les RAG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur cette approche liée aux RAG? Ouais, complètement. Mais donc, juste une précision, aujourd'hui, franchement, le fond de doctrine, il va largement au-delà des décisions de justice. Et je trouve que c'est réducteur. C'est vrai qu'on a cette réputation hein, d'être fort sur la jurisprudence, mais en fait, aujourd'hui, c'est même, pour moi, une petite partie de la valeur qu'apporte doctrine. Et au contraire, tu vois, juste sur les textes ou les documents parlementaires, ce qu'on a pu faire change complètement la donne. Et c'est un peu ce que j'essaye d'amener aussi comme nouvelle vision de ce qu'est doctrine. C'est une plateforme d'intelligence juridique. Et dans intelligence juridique, tu as toutes les informations. Et ça fait vraiment partie de l'essence de ce qu'est doctrine aujourd'hui. Typiquement, tu vas sur une page entreprise, sur doctrine, tu vas avoir des informations légales, donc toutes les informations légales de l'entreprise et ainsi de suite. Un peu de contentieux aussi, mais en fait, voilà, elle est mise en contexte avec toutes les informations publiques disponibles. Et je pense que c'est vraiment notre force, c'est d'être un agrégateur de tout l'open data existant et pas du tout que les décisions de justice. Sur le sujet de l'IA générative, de la R&D, des machine learning engineers, donc nous au contraire, notre équipe de machine learning engineers ne fait que s'étoffer et on en est extrêmement content parce qu'on a besoin d'eux pour faire un travail phénoménal sur ces outils puisque notre conviction, c'est que pour avoir de l'impact sur l'IA, dans le monde de l'IA générative juridique, il faut se démarquer. Il ne faut pas être juste une courroie de transmission entre l'utilisateur et le LLM final, qui de toute façon ne sera pas développé par nous, et que donc la concurrence va justement se faire sur la capacité d'une équipe technique à trouver des usages innovants et à apporter une touche personnelle difficilement réplicable par d'autres. Donc nous, on est vraiment, on a une grosse équipe aujourd'hui de machine learning engineers qui travaillent et de data engineers d'ailleurs qui travaillent sur l'IA générative pour apporter cette touche différenciante de doctrine à l'usage d'un LLM. Et donc ils vont à la fois travailler
sur la comparaison des différents modèles entre eux et ainsi de suite, mais aussi l'optimisation des coûts, parce qu'en fait, l'usage d'un LLM n'est pas neutre pour l'entreprise qui le met à disposition. On paye cet usage d'une manière ou d'une autre, donc c'est à prendre en compte évidemment. La rapidité, l'efficacité, et puis évidemment la pertinence, où là en plus mon équipe intervient et ça fait partie de nos spécificités. Il y a un gros lien entre l'équipe juridique doctrine et l'équipe technique doctrine pour analyser la pertinence des résultats, les benchmarker, les comparer quand on fait des modifications, nous assurer qu'on est au même niveau de performance. On vient même juste de créer d'ailleurs un poste qu'on a appelé le Product Counsel. Traditionnellement, un Product Counsel, il est spécialisé sur un produit et il va s'occuper de la conformité juridique de ce produit. Chez nous, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi en fait surtout aider à l'IA générative avec une touche métier directement avec les équipes produits et techniques. Et donc, chez Doctrine, aujourd'hui, notre première innovation avec l'IA générative, c'est ce que tu as un peu décrit. Donc, c'est du RAG, Retrieval Augmented Generation, ce qui consiste à dire que si tu poses une question juridique directement à ChatGPT, non seulement il ne va pas sourcer sa réponse, mais en plus, il va probablement l'inventer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations juridiques à disposition sur le web lorsqu'il a été entraîné. Ou en tout cas, c'était une petite partie par rapport au reste. Y compris pour la partie anglophone, parce que aux États-Unis ou en Angleterre, la jurisprudence est quand même extrêmement disponible et beaucoup plus en France. Moi, j'ai pas les informations sur les datasets exacts sur lesquels ils ont entraîné GPT, mais comparé à l'entièreté de Wikipédia et de Twitter, c'est assez sûr que c'est une proportion congrue. Et il y a un exemple que j'aime bien donner qu'on a fait récemment lorsqu'on a été auditionné par le Sénat dans le cadre de la mission d'information qui a lieu en ce moment sur l'impact de l'IA générative pour les professionnels du droit. J'ai demandé à ChatGPT le capital social minimum pour créer une société agréée de gestion municipale. Et je précise entre parenthèses, une SAGM. Évidemment, société qui n'existe pas. Mais la formulation... C'est un type de société qui n'existe pas. Ouais. La formulation de la question est faite pour l'induire en erreur, puisque je suis très affirmatif. Je lui donne même le sigle. Donc évidemment, c'est ce qui est prévu. Les hallucinations, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. ChatGPT me répond 150 000 euros. J'ai posé la même question à Doctrine et Doctrine m'a répondu « Je n'ai pas d'informations sur les SAGM, voici des informations sur les SAS ». Pourquoi ? Précisément parce qu'on fait du RAG. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une question à un LLM, on l'accompagne avec les informations pertinentes du fond documentaire de Doctrine et on lui demande, on exige qu'il réponde en se fondant sur ces informations-là et donc en sourçant, en permettant la double vérification et en cadrant du coup aussi énormément les interactions que tu peux avoir avec. Ça évite aussi en grande partie de devoir se poser des questions sur le prompting. Quand tu utilises ChatGPT directement, tu es obligé de te demander, je vais faire du droit et il va falloir que je l'oriente un peu sur la matière juridique. Je veux lui demander une recette de cuisine et il va falloir que je l'oriente un peu sur la matière cuisine. Là, avec du RAG, de toute façon, tu as déjà défini ce premier cadre et donc tu peux aller poser ta question directement. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est un peu d'ailleurs ce que tout le monde a essayé de faire, chacun dans son secteur et à sa manière, mais donc c'est d'obtenir une réponse juridique fondée en droit, sourcée, ce qui nous distingue, je pense, du reste du secteur, c'est que nous, on a vraiment, on invente une réponse à chaque fois, donc avec ses sources, et donc c'est une réponse véridique, mais elle est unique à chaque fois que tu poses une question, puisque on va la fonder uniquement sur de la recherche dans nos fonds, en jurisprudence et en texte. Ce qui fait que quand tu vas poser une question, tu auras une réponse un peu syllogistique, créée par le LLM sur le fondement des informations qu'on lui aura envoyées, qui seront des textes de loi et des décisions de justice. Ça, c'est pour notre chatbot général, mais on a trouvé d'autres usages, comme par exemple sur une entreprise, une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Tu peux aller sur une page entreprise et par exemple demander est-ce que cette entreprise a déjà été condamnée pour harcèlement moral. Et là, on va du coup fonder la réponse sur des décisions de justice qui vont concerner cette entreprise et donc permettre d'avoir un ciblage sur un type d'entité particulier, ce qui peut avoir énormément de valeur quand par exemple tu as un contentieux d'un type, donc par exemple licenciement contre une entreprise donnée. Oui, d'autant qu'en ce moment, d'après ce que j'ai compris, il y a un certain nombre de sociétés qui sont en train de travailler sur non plus
les jugements qui ont été rendus, mais également les affaires qui sont en cours. Et ça permettrait de éventuellement joindre des affaires, en tout cas des forces, autour d'actions contre une entreprise sur un même thème qui sont déjà en place. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce genre de travaux qui sont menés. Pas encore, mais je vois très bien l'intérêt. Et effectivement, ça permet, toutes ces technologies qui vont nous permettre de mieux qualifier encore la donnée. Donc, justement, en allant chercher des thèmes, des moyens, dans le dispositif des réponses aux moyens, et donc des courants jurisprudentiels et ainsi de suite, ça va développer des usages qui vont être révolutionnaires. Et donc, je vois très bien l'intérêt et puis surtout les potentialités de ce que tu décris. D'ailleurs, nous, ça fait partie. Pour moi, l'open data n'est pas encore parfait, et donc notamment. Là, ouais. mais surtout aussi même dans les données auxquelles on est censé avoir accès. Moi, j'aimerais bien qu'on débloque quelque chose qui est le calendrier des juridictions, donc ce qu'on appelle le rôle, pour pouvoir savoir quand une décision est fait l'objet d'un appel et quand le cas échéant, quand elle fait l'objet d'un pourvoi. Et donc pouvoir afficher sur une décision, attention, cette décision n'est pas définitive ou n'est pas irrévocable, elle fait l'objet d'un recours, et donc c'est à noter dans votre usage de la décision. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et qui pourrait aussi rejoindre ce que tu viens de décrire. Alors, évidemment, après, on va parler de la façon dont ces IA vont bouleverser le métier de l'avocat, notamment. Mais j'aimerais aussi voir de quelle manière vous abordez la question, vous, parce qu'on a commencé à l'aborder tout à l'heure, mais on n'a pas été plus loin enfin, en tout cas pas assez loin par rapport à ce que je voudrais. C'est de voir comment la vitesse avec laquelle évolue l'IA aujourd'hui pourrait influencer la façon dont Doctrine réfléchit son métier et envisage son métier à l'avenir. Parce que aujourd'hui, vous faites beaucoup alors moins de fine-tuning, j'imagine, vous aviez commencé avec ça. Historiquement, on voit que ça commence à être limité et limitant par rapport notamment au LLM. Donc le RAG est effectivement plus approprié. Alors désolé pour les termes un peu non pas d'experts, parce que ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas de personnes qui connaissent un peu le sujet, qui peuvent paraître un peu abscons pour d'autres qui seraient un peu plus béotiens. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout de voir comment vous abordez le futur de Doctrine. Alors je vois que pour vous, c'est important d'être à la pointe, évidemment. Donc ça justifie tous ces efforts en R&D. On voit que régulièrement les efforts de R&D sont balayés par des nouvelles innovations qui arrivent, notamment chez les LLM. Dans quelle mesure vous abordez ces ruptures et ces innovations de rupture qui peuvent intervenir sur le marché? Et notamment dans la capacité à rentabiliser finalement les investissements que vous avez menés en R&D. Donc c'est un sujet très complexe qui a lieu même juste à la vie d'une start-up en général. Tout à fait. Nous, on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, on est rentable après 8 ans d'activité. On a atteint la rentabilité au bout de 5 ans d'activité. On emploie 150 personnes, donc il y a en plus une pression là-dessus, évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans la question. D'abord, il y a les attentes du marché. Je pense que c'est un des aspects les plus importants. Oui, qui sont d'ailleurs, pardon de t'interrompre, mais qui sont souvent des attentes très concrètes. C'est-à-dire qu'ils veulent des choses qui fonctionnent, et peu importe si ça fait des trucs très impressionnants, à partir du moment où ils ne peuvent pas se fier à ce qui sort, même si c'est très impressionnant, ça ne pourra pas fonctionner. Mais c'est précisément, je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que c'est précisément l'intérêt de la R&D. C'est que tu peux aller très vite et donc faire, comme je l'ai dit, une courroie de transmission avec GPT et donc avoir un chatbot juridique extrêmement rapidement aujourd'hui. C'est à la portée de n'importe qui. C'est même à la portée de quelqu'un qui code peu ou pas, parce que tu peux faire générer une partie de ton code par ChatGPT lui-même et qu'en fait il y a plein de documentation qui est disponible et ainsi de suite. Donc quelqu'un d'un peu débrouillard aujourd'hui peut parfaitement créer un chatbot juridique. Est-ce que ce sera un chatbot juridique aussi pertinent que celui de Doctrine? Mon intuition, c'est non. Pourquoi? Précisément parce qu'on a 8 ans de R&D sur le legal graph et qu'en fait, ce RAG, c'est exactement ce qui va permettre à notre chatbot
d'avoir les bonnes informations pour construire sa réponse. Et donc, tu vois, notre R&D là-dessus, elle est pas à la poubelle. Au contraire, c'est elle qui nous permet d'avoir la grande certitude qu'on fournit un chatbot de bonne qualité. Et je pense qu'une première manière de répondre à ta question, c'est oui, il y a des disruptions technologiques, et donc effectivement, tout le monde a été un peu surpris par le succès de ChatGPT en novembre 2022. Mais c'est pas pour autant qu'elles mettent à la poubelle l'entièreté du développement que tu as pu faire avant. Et tu peux essayer de surfer du coup et trouver des synergies entre une disruption et ta R&D précédente. Par ailleurs, du coup, il faut investir sur la R&D nouvelle. Donc, tu vois, on parlait de RAG versus fine-tuning. En fait, aujourd'hui, on va aussi, on a pris le tournant du RAG parce que c'est ce qui avait le plus de sens pour Doctrine, vu notre legal graph et ce qu'il permet. Maintenant, on est aujourd'hui en train de regarder ce que donne le fine-tuning, parce qu'on a du temps disponible désormais, vu qu'on a pu aller vite. Je pense que c'est un point extrêmement important aussi quand même. Il faut trouver une ligne de crête entre fiabilité et rapidité d'exécution, puisque c'est un marché, encore une fois, où tout peut aller extrêmement rapidement à un instant T. Les cartes peuvent être rebattues très rapidement, et donc en tant que société, tu as aussi quand même un impératif de répondre aux enjeux le plus rapidement possible. C'est d'autant plus compliqué pour une société comme Doctrine, qui aujourd'hui fournit ses services à des très grosses entreprises et des très gros cabinets d'avocats. Et donc, tout ce qu'on fait, on a un impératif de sécurité et de confidentialité qui est peut-être moins le cas pour une jeune start-up qui se lance et qui va cibler de plus petites structures qui ont moins ces enjeux de sécurité et confidentialité. Nous, on doit toujours les prendre en compte à chaque étape de développement, ce qui forcément est un frein assez fort à nos activités. Et donc, voilà, c'est pas une réponse parfaite, mais pour moi, c'est un premier élément pour lequel... On va évidemment parler justement des limites que peuvent représenter tout le cadre légal dans lequel on évolue avec l'IA et notamment RGPD, etc. Et ce que ça peut engendrer notamment dans la collaboration avec un certain nombre d'acteurs qui sont extrêmement portés sur la compliance. Mais ce qui est intéressant dans ta réponse, déjà, je trouve, c'est que elle est plutôt encourageante pour les avocats qui sont un peu effrayés par les disruptions technologiques que peuvent apporter justement les OpenAI et autres technologies de ce genre-là. Parce que justement, la façon dont vous le voyez, en disant il y a des ruptures technologiques, mais c'est parce qu'on a une expérience, parce qu'on a une compétence qui est au-delà de ce que peuvent faire les kidam, que ces innovations technologiques, on va pouvoir s'y adapter et même accentuer encore la force qu'on avait initialement en utilisant ces outils. Et je trouve que c'est plutôt une image intéressante pour les avocats eux-mêmes qui souvent s'interrogent sur à quel point l'IA va venir manger leur métier ou pas, etc. Donc on va en reparler après. Mais la question, effectivement, pardon de t'avoir interrompu, c'est peut-être de réaborder les limites que peuvent représenter les RGPD notamment et les contraintes que ça peut représenter dans le cadre de vos collaborations avec les sociétés qui utilisent vos outils. Il y a t'as posé plusieurs questions en une. D'abord, c'est mon défaut, je suis désolé. Peut-être avant de parler RGPD, qui est mon dada, je peux peut-être un tout petit peu de step back encore sur la R&D, comment on fait face à une disruption et ainsi de suite. Je pense que justement, l'IA générative aujourd'hui, elle permet un nombre de disruptions incommensurable dans le domaine du droit. Et donc on peut se sentir un peu pris à la gorge face au nombre d'opportunités disponibles. Et je pense que le rôle dans une entreprise du CEO, du VP Product et puis de tout ce qui va les entourer, c'est de faire les bons choix, ceux qui vont permettre la synergie entre cette disruption et la R&D déjà effectuée par l'entreprise. Donc moi, c'est pour ça que je suis heureux de voir les choix qu'on a fait chez Doctrine, c'est qu'en fait, ils ont du sens. On aurait pu, je sais pas moi, créer tout de suite, de toutes pièces, je sais pas moi, générateur de jugement. Ça aurait pas eu énormément de sens comparé à notre travail jusqu'à présent, à notre clientèle et à ce qu'attendent nos prospects et nos clients. Et donc
les choix qu'on fait chez Doctrine, ils sont guidés par ces impératifs. Nous, on a une maxime, hein, c'est de toujours se concentrer sur les prospects et les clients et ne penser à rien d'autre. Nos équipes produits, elles passent plus de 1000 appels aux prospects et aux clients chaque année pour être sûr que tout ce qu'on fait est en phase avec un besoin réel et identifié. Et donc, en fait, ces disruptions technologiques, pour nous, elles sont un moyen supplémentaire d'accomplir notre mission qui, elle, est toujours en ligne de mire et donc qui va être la boussole qu'on va suivre en permanence. Sur RGPD et puis plus généralement tous les textes qui contraignent aujourd'hui l'activité, moi je les vois plus comme un facteur de croissance qu'une limitation. Alors, je parle avec une casquette de Data Protection Officer et de directeur juridique, donc forcément, je prêche pour ma paroisse et j'ai un gros biais. Mais j'allais te le dire. je pense que notre travail est facteur de confiance et donc de croissance. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui sont heureux de savoir qu'on est français et que du coup, on a cette approche de conformité par défaut et by design, désolé pour le franglish, dès l'origine, dès la conception, parce que les enjeux de confidentialité, de sécurité sont tellement forts et de plus en plus pour les avocats. Il y a eu une étude de Lansing parue récemment qui montre que les avocats sont des cibles de cyberattaques plus privilégiées que d'autres. Eh bien, voilà, on a un devoir, vu la sensibilité des données qu'on est susceptible de traiter, donc tout ce qu'un avocat va mettre sur la plateforme dans le cadre d'un dossier, tout ce qu'une entreprise va mettre sur la plateforme dans le cadre d'un dossier, on a cet engagement de devoir respecter ces normes et puis même aller plus loin, montrer patte blanche. Et donc voilà, chez Doctrine, non seulement on respecte évidemment l'ensemble de nos obligations légales, mais en fait on a toujours fait l'effort d'aller plus loin. Notamment, on adopte des codes de bonne conduite. Donc, on a fait un sur l'IA générative, dans lequel on prend des engagements qui sont en fait des engagements qui vont largement au-delà de ce que le droit nous impose, mais qu'on prend volontairement pour montrer à nos clients que on a ces enjeux en tête et que c'est pas parce qu'il y a une disruption technologique qu'on oublie les valeurs communes qui vont nous lier à notre clientèle et qui vont faire que cette clientèle aura la confiance nécessaire pour souscrire à nos services. Et donc c'est pour ça que moi je pense que c'est un élément différenciant qu'on va pouvoir vendre en plus et que c'est pour ça que c'est un facteur de croissance assez fort. Donc ça c'est la réponse corporate. Maintenant on va faire la réponse plus scientifique. On sait aujourd'hui que la plupart des outils nécessaires, notamment pour les LLM, sont hébergés sur des gros serveurs avec des grosses capacités de calcul qui sont quasi jamais en France. Si on veut faire tourner alors quand je dis quasi jamais en France, je te vois donner la tête, tu as raison, je vais reprendre. Ils peuvent être hébergés en France, mais rarement dans des sociétés françaises. On le voit notamment avec Azure ou avec des travaux qui sont en train de mener, notamment AWS. Aujourd'hui, comment on fait pour faire tourner des LLM puissants, donc là où ça fonctionne pour de vrai, et donc être au niveau du marché international, alors qu'on a la contrainte d'avoir des outils qui sont hébergés en France avec une souveraineté qui implique de ne pas forcément travailler avec des sociétés américaines, avec tout ce que ça implique de crainte sur le fait que la CIA peut à un moment décider de remonter les données, etc., etc. Enfin bref, des trucs qui sont évidemment un peu hypothétiques dans les sujets qu'on traite nous et qui sont pas forcément très pertinents parce que je vois pas ce que viendrait faire la CIA dans les petites affaires qui sont traitées dans les décisions de justice dont on parle. Mais comment aujourd'hui vous abordez Alors je sais que ma question est à rallonge, mais pour donner un peu d'éclairage, on travaille notamment aujourd'hui avec le ministère de la Justice. C'est un sujet dans lequel tout est bloqué parce que le ministère de la Justice a une position extrêmement orthodoxe et donc ne peut pas travailler avec des gens qui sont hébergés ailleurs qu'en France. Et pour utiliser des LLM, c'est très compliqué. Donc là encore, ouais, c'est toujours cette ligne de crête qui évolue. C'est une ligne de crête qu'il faut en plus suivre en fonction du temps qui passe.
Je pense que la première réponse, c'est quand une distribution arrive sur le marché, il faut aller le plus vite possible. Et donc, il faut faire des choix. Pour des tests, pour savoir si une technologie va fonctionner ou non, il faut pouvoir aller très très rapidement et donc potentiellement effectivement utiliser des services moins sécurisés d'un point de vue juridique que d'autres. Au fur et à mesure que le temps va passer, qu'on va maturer la technologie et ainsi de suite, on va justement pouvoir prendre le temps d'aller tester autre chose et de gagner en sécurité, en confidentialité. Donc chez Doctrine, par exemple, on a fait le choix de ne rien mettre en production tant que les LLM qu'on visait n'étaient pas disponibles sur des serveurs européens. L'obligation en France me paraît exagérée quand on sait que du coup il y a les mêmes réglementations partout sur le territoire européen, voire même de l'espace économique européen. Donc aujourd'hui, par exemple, nous on utilise GPT hébergé par Azure, puisqu'il y a une exclusivité de Microsoft sur l'hébergement des modèles d'OpenAI, et on va le faire en Norvège, en Suède et en France. Pour une question de rapidité, coût et efficacité. Donc ça veut dire que vous avez fait un choix d'utiliser malgré tout une société américaine pour héberger les données. Alors, ils hébergent pas nos données. Donc c'est aussi ensuite il y a des choix technologiques qui là vont avoir un impact. On fonctionne en API, donc avec un traitement asynchrone, et la seule chose qu'ils vont recevoir, c'est notre input, et ils vont nous renvoyer un output. Notre hébergement, nous, il a toujours été AWS Francfort, donc tu vas me dire, c'est aussi une société américaine. Là-dessus, il y a plein d'autres aspects qu'on peut traiter. C'est du chiffrement, des garanties supplémentaires sur le chiffrement, de la pseudonymisation, et ainsi de suite. Mais justement, par exemple, sur le LLM, c'est un très bon exemple entre du coup les idéologies et puis le fonctionnement pragmatique. Quand on va envoyer une query, une requête, un input au LLM, c'est Doctrine qui va le faire, c'est pas l'utilisateur. Donc, ce que Microsoft reçoit, c'est une demande de Doctrine. À partir du moment où nous, on n'associe aucune métadonnée à cette demande, et notamment, j'ai vu des concurrents qui, eux, vont mettre nom, prénom, email de l'utilisateur dans leur requête au LLM. Parce que ça leur permet de faire certaines fonctionnalités qui sont pratiques, hein. Par exemple, envoyer un email ou personnaliser la réponse à l'utilisateur. Typiquement sur justice.cool, nous, on rentre sur des dossiers qui sont très spécifiques. Donc, si on devait générer des choses, on serait obligé d'utiliser des données qui sont des données personnelles. Donc, nous, on a fait justement le choix d'expurger ces données et de n'envoyer que d'une question juridique donnée avec de la donnée publique qui répond à cette question. Ce qui fait que les questions qui se posent sur hébergement, localisation, confidentialité, sécurité, elles sont légitimes et elles ont de la valeur. Une façon d'y répondre, c'est aussi de dire tant que j'utilise un hébergement qui n'est pas 100% sécurisé, je minimise la donnée que j'envoie. Et donc, effectivement, je trouve cette ligne de crête entre efficacité de la fonctionnalité et peut-être même aussi étendue du service. Donc, tu vois, Doctrine va fournir peut-être un peu moins de services que ses concurrents qui vont faire le choix d'envoyer la donnée personnelle. Mais nous, on sécurise la donnée de nos clients. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais donc, demain, si on veut faire ce genre de fonctionnalité autre, on trouvera des moyens de sécuriser les échanges, que ce soit avec du coup peut-être des accords avec Microsoft, des engagements de suppression et ainsi de suite, ou même un hébergement d'un modèle open source sur nos propres serveurs, puisque ça c'est évidemment une des meilleures garanties qu'on puisse offrir. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait parce que encore une fois, on a dû trouver la ligne de crête entre rapidité d'exécution et performance et ces enjeux-là. Mais en fait, l'hébergement d'un modèle open source va te permettre de répondre. Alors, c'est très coûteux, parce que ça nécessite du personnel extrêmement qualifié. C'est très coûteux à faire tourner, c'est très coûteux à maintenir. Voilà, c'est une réponse qui existe. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est une ligne de crête en 3 dimensions avec d'un côté ces enjeux de sécurité et conformité, de l'autre les enjeux de rapidité d'exécution versus le marché, et en 3e point, le temps qui passe. Et donc aujourd'hui, on a ces fonctionnalités extrêmement performantes avec ce compromis qu'on a fait là. Demain, si on sent qu'on a vraiment ce besoin d'échanger de la donnée personnelle avec un LLM,
eh ben, on a plusieurs options qui s'offrent à nous et le temps aussi d'aller les chercher. Alors nous, on a déjà abordé également la façon dont on pouvait faire justement envoyer des données pseudo-personnelles, c'est-à-dire en gros on utilise des avatars qui ensuite en revenant permettent d'être réinterprétés pour pouvoir éviter d'envoyer de la donnée personnelle, mais c'est extrêmement fastidieux. Et la raison pour laquelle je pose cette question-là également, c'est la distorsion de concurrence qui est en train de s'installer. Et notamment, on en avait parlé rapidement quand on a échangé en amont de cette interview, notamment les ministères qui ont et doivent adopter finalement, ils n'ont pas vraiment le choix, une position extrêmement orthodoxe, sont en train de réinventer des choses qui existent déjà pour pouvoir les avoir dans des hébergements et dans une compliance globale, dans une conformité globale qui conviennent à leurs exigences. Du coup, ils réinventent des choses, ils sont à la traîne par rapport à l'existant, ça crée un décalage et une distorsion de puissance. Nous, avec Justice.cool, on est capable d'envoyer énormément de données et d'envoyer énormément de contentieux dans les tribunaux et ça pourrait faire exploser le nombre de contentieux dans les tribunaux. Et évidemment, on joue pas avec les mêmes armes que les juges ou les mêmes armes que les greffiers, puisque nous, on utilise des outils qui sont extrêmement perfectionnés, parce qu'on se permet un certain nombre de choses, que eux ne peuvent pas se permettre. Est-ce que comment vous abordez-vous cette distorsion qui est en train de se créer sur le marché? Là, on le voit, on en parle avec le ministère, mais il n'y a pas que le ministère, il y a aussi les grandes sociétés qui finalement ont aussi parfois des positions très orthodoxes. Je peux pas les remettre en cause ces positions parce qu'encore une fois, je les comprends. Oui, je pense qu'elles sont légitimes et donc je pense qu'une première réponse, encore une fois, c'est en tant que start-up, c'est normal que tu commences par viser peut-être des plus petits comptes avec des enjeux moindres et que tu prennes le temps de te sécuriser pour ensuite aborder des comptes plus gros qui ont ces enjeux. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, c'est pas vraiment ça mon sujet. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et donc, je pense que c'est un chemin quand même, tu vois. Ouais. Après, par exemple, il y a des cas où, en fait, ton marché, de toute façon, il n'existe que avec un ministère, par exemple, ou avec des grosses sociétés. Et donc, de toute façon, tu as été obligé d'avoir ça en compte. Mais pour moi, ça pose une question plus large. Et donc, Justice.cool, comme doctrine, on est membre de France Digital Legal Tech notamment. France Digital appelle depuis de nombreuses années à un Buy European Act, voire même un Buy French Act, donc qui serait un incentive pour les administrations à choisir des startups. Et en fait, je pense que c'est typiquement le genre d'idée qu'il faut promouvoir pour répondre à ta question. Aujourd'hui, alors qu'on a des sujets de finances publiques et ainsi de suite, ça a du sens pour moi de se dire que si une startup française répond à un sujet donné, il faut inciter à aller acheter les produits de cette startup. Et donc, il faut des cahiers des charges et ainsi de suite. Mais donc, évidemment, quand on prend ce genre de position en disant il faut aller acheter chez des startups, ce cahier des charges, il doit évidemment être un peu allégé compte tenu du contexte de la startup. On peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi et donc de permettre à un ministère d'aller envoyer de la donnée très sensible à n'importe quelle entité. Donc, il faut trouver un compromis avec des exigences fortes, mais accessibles à des startups qui vont permettre ce développement. Il y a aussi tout ce qui a été, par exemple, commencé à être conceptualisé et même mis en œuvre sur le RGPD et sur l'AI Act, sur la notion de bac à sable réglementaire, où on va tester une idée dans un environnement sécurisé sans contrainte réglementaire pour voir sa pertinence et ensuite regarder aussi comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre concrètement en ayant toutes les contraintes en cours. Alors, un autre point encore, dans toutes ces options, mais en gros pour moi, ma réponse, c'est il faut une collaboration, des incitations et donc forcer à la collaboration. Et avec ça, on va arriver à des situations gagnant-gagnant pour tout le monde. Un autre exemple de ça et que j'aime beaucoup, c'est le programme d'accompagnement de la CNIL qui, du coup, a décidé, c'est la deuxième année où ils vont le lancer, de dire qu'ils vont accompagner un certain nombre d'entreprises dans leur mise en conformité RGPD pour justement leur permettre de toucher de nouveaux
de nouveaux secteurs, de nouveaux acteurs, de nouveaux clients potentiellement. L'année dernière, il y avait Content Square et Hugging Face, une troisième que j'ai oubliée. Mais donc voilà, des grands noms de la startup française qui font l'objet d'un accompagnement renforcé pour s'assurer que ces enjeux ne soient plus des enjeux pour eux. Alors, j'entends ce que tu dis, mais néanmoins, on voit sur les autres marchés, parce que là, on parle du juridique, qui est un marché un peu particulier, mais tout le monde dit toujours que c'est un marché particulier, le marché sur lequel il se trouve. Mais en fait, le problème de cette approche qui, effectivement, va niveler la concurrence à l'intérieur d'un environnement, notamment là, la France ou l'Europe, ça va effectivement permettre que chacun se batte avec les mêmes armes que tout le monde. En revanche, le problème, c'est qu'en créant ce cadre, on va créer une bulle qui va elle-même nous sortir du reste du monde et du coup nous désynchroniser du reste du monde. Ce qui veut dire que on prend le risque, comme ça s'est passé dans tous les secteurs réglementés, je pense notamment à la télévision, à la musique ou à des secteurs comme ça, qui étaient protégés, notamment dans la production télévisée, qui ont été protégés pendant longtemps. Le jour où un acteur international comme Netflix, comme Hulu, comme HBO débarque avec un environnement réglementaire qui n'était pas le même, ils arrivent en France, ils explosent tout. Donc pour moi, on prend ce risque-là en faisant Netflix, qu'on n'ait pas de Netflix français parce que il y avait des contraintes réglementaires. Je pense qu'on n'a pas de Netflix français parce qu'on n'a pas eu l'idée. On a eu l'idée, elle existait déjà avant. On a eu l'idée de Deezer. Et Deezer, c'est pas développé de la même manière que Spotify à cause de ça. Oui, mais c'est pas à cause des contraintes réglementaires, à mon sens. Enfin, faudrait voir avec eux. Mais je connais très bien mon sujet parce que je connais bien notamment Jonathan Benessaya qui avait créé Deezer. Et une des raisons pour lesquelles il a réussi à émerger à l'époque, c'est parce que lui n'a pas respecté ses règles. Mais néanmoins, il a été rattrapé une fois qu'il a eu une taille critique. Il a été rattrapé et il a été considérablement étouffé par les majors qui elles-mêmes, justement, s'appuyaient sur une réglementation spécifique en France. Mais quelle réglementation spécifique ici? Parce que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, Netflix, elle paye sa contribution à l'exception culturelle, comme tout le monde. Elle va financer des contenus en France comme les autres acteurs. Et il n'y a pas d'exception pour Netflix en France. En fait, on a cassé par rapport aux autres acteurs. On a cassé la différence, notamment liée à la production en France, il y a, on va dire, 4-5 ans. Mais l'écart en termes de puissance qui s'était créé entre ce qui était devenu Netflix et ce que pouvait devenir un Netflix à la française était tel qu'en fait, c'était impossible de rattraper le retard. C'est le principe de l'élastique, c'est-à-dire que tu les laisses dans un environnement qui est fermé, dans lequel tu crées une forme de tension sur un élastique versus ce qui se passe à l'étranger. Ça marche très bien pendant un certain temps, mais le jour où tu ouvres parce que tu n'as plus le choix, eh ben tout est remis en tout cas, ce que je sais de mon côté, c'est que si tu mets de côté le sujet, donc est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires trop fortes en Europe ou pas, un des facteurs de réussite des entreprises américaines, c'est le soutien de l'entièreté de la société américaine à ces entreprises. Entièreté de la société, c'est le gouvernement qui achète directement les produits de ces startups, Buy American Act, et les autres entreprises qui ont moins cette frayeur de passer avec. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de répliquer ici pour voir ce que ça donnerait, y compris avec du coup un cadre différent. On n'est pas obligé de tout faire pareil. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une culture un peu plus protectrice de certains enjeux et de certaines, surtout, libertés fondamentales, surtout quand on voit, tu vois, l'état de la politique. C'est une bonne chose de protéger les libertés fondamentales parce que c'est le rempart contre certaines dérives ultérieures. Donc, les libertés fondamentales, on les protège non pas pour les moments où tout va bien, mais pour les moments où tout risque d'aller mal. Donc, on a ces remparts qui me semblent non négociables, The Wall dans Game of Thrones, qu'on va pas franchir, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire du business. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, ce dont on a vraiment besoin, c'est des changements culturels profonds, avec du coup du nudge, de l'incitation, voire même des obligations pour ce qui est du secteur public, d'aller soutenir notre innovation. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le facteur le plus différenciant entre l'Europe et les États-Unis, c'est cette culture de l'achat chez les startups. Alors sur ce point, je te rejoins, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé extrêmement dommage que Mistral soit pas plus protégé et qu'on l'ouvre à ce point à des serveurs notamment américains et
Alors, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix, mais enfin, il n'y avait pas le choix au moment où ça s'est présenté, mais je pense qu'il aurait été nécessaire de trouver les moyens pour pouvoir apporter quelque chose. Les enjeux sont tels qu'on avait là une opportunité. Alors, on dérive un peu de nos sujets, mais on avait une opportunité qui était vraiment grande de pouvoir rester à la hauteur. Aujourd'hui, on nous explique que beaucoup des capitaux sont français, etc., au sein de Mistral, c'est vrai, mais en tout cas, l'infrastructure ne l'est plus. Et c'est ce qui change beaucoup de choses, de mon point de vue. Mais bon, on est en train de se disperser, donc est-ce qu'on peut revenir au sujet qui me semble être le cœur de notre discussion, maintenant qu'on a fait toutes ces introductions-là et qu'on a posé les choses, alors qui sont peut-être un peu plus indigestes que ce dont on va parler maintenant, c'est comment aujourd'hui, toi, alors peut-être qu'on peut mettre un peu de doctrine de côté, parce que je sais que sur des approches prospectives, les sociétés sont toujours un peu frileuses, donc ma question c'est plutôt là à Hugo que je la pose, c'est comment tu imagines aujourd'hui la façon dont un avocat doit s'adapter ou regarder l'intelligence artificielle qui se présente à lui. Alors c'est une question qui est extrêmement ouverte, extrêmement vaste, donc je ne sais pas par quel bout tu vas l'entamer, et je te renvoie un peu la patate chaude. Merci Romain. Je pense qu'en plus je peux répondre avec les deux casquettes pour commencer, puisque évidemment en tant que doctrine on peut que dire qu'on est confiant dans le fait que l'intelligence artificielle va favoriser l'émergence d'un métier d'avocat plus serein. Et donc c'est notre grande conviction, c'est celle qu'on porte depuis déjà 8 ans. Encore une fois, je pense que moi c'est un peu ce qui me fait toujours rire dans l'effervescence qu'il y a aujourd'hui autour de l'IA générative, c'est qu'on est plein dans le secteur à faire de l'IA depuis longtemps déjà, et à l'époque on ne posait pas toutes ces questions. Alors certes, encore une fois, je ne nie pas que l'IA générative change un certain nombre de choses, mais enfin voilà, les questions de l'IA dans le droit, c'est des questions j'écrivais dessus en 2016. Et donc nous, voilà, on a cette conviction profonde, partagée, je pense, par la majorité des acteurs de la legal tech, qui est que l'intelligence artificielle, elle permet d'être plus efficace. Donc par plus efficace, on peut dire aller plus vite sur la rédaction, par exemple, de conclusion ou d'un mémo. Ça veut aussi pouvoir dire, par exemple, passer le même temps dessus, mais traiter plus d'informations. L'exemple des documents parlementaires, j'y reviens tout le temps parce que honnêtement, c'est un de mes préférés, mais voilà. Peut-être que du coup, tu vas aller beaucoup plus vite sur ta recherche de jurisprudence, mais tu vas en fait passer autant de temps sur ton mémo parce que le temps que tu as gagné, tu vas choisir de le consacrer à aller chercher des documents parlementaires dont tu ne serais pas servi auparavant, mais qui sont redevenus accessibles grâce à l'IA. Pardon, donc, je t'interromps 2 secondes. Très concrètement, ça veut dire que sur la façon dont aujourd'hui facturent les avocats, il y a un vrai sujet sur lequel ils doivent s'interroger. C'est-à-dire que le temps passé versus un forfait, la qualité ou j'en sais rien. Enfin, il y a des choses à inventer de mon point de vue qui doivent être aujourd'hui considérées par les avocats. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. J'y reviens dans un instant. Mais c'est pour ça que je disais, j'employais le mot moi plus serein, parce qu'en fait, ce gain de productivité, ce gain de temps, ce gain d'efficacité, ce gain de pertinence, tu peux l'aborder de plein de manières différentes. Chaque avocat pourra faire ses choix, et je pense que c'est ça une des belles choses aussi qui s'offre à eux. Certains avocats décideront du coup de passer autant de temps sur un dossier, mais aller plus loin dans la recherche. Certains avocats décideront de passer moins de temps sur des dossiers et aller passer plus de temps avec leur famille. C'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, la répartition vie privée, vie professionnelle pour les avocats. Et donc, l'IA peut être une réponse à ça aussi. Et donc, voilà, on a plein de manières d'aborder ce gain d'efficacité et de pertinence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis assez confiant sur le fait que ça va permettre à l'avocat de se concentrer sur sa plus grosse valeur ajoutée, comme c'était le cas d'ailleurs, encore une fois, depuis 8 ans, ce travail qu'on fait tous, passer plus de temps sur la stratégie, passer plus de temps sur l'argumentaire, passer plus de temps sur la relation client. Moi, c'est un truc très personnel, mais je n'ai jamais travaillé avec un avocat que je n'ai pas rencontré personnellement.
je trouve que c'est inconcevable. Vu tout ce qu'on transmet à cette personne, des problèmes extrêmement forts pour l'entreprise ou pour la personne, hein. Aussi beaucoup d'intimité, puisque toutes les preuves que tu vas transmettre, toutes les pièces, parfois elles témoignent de toi, de qui tu es, et donc un intuitu personnel extrêmement fort sur lequel aussi l'avocat va pouvoir se concentrer, travailler, et qui fait le sel de ce métier. Donc en gros, on réduit la partie administrative, on réduit la partie rédaction pour augmenter le jus de cerveau, pour faire clair. Exactement. L'expérience. Donc effectivement, ça peut et ça devrait avoir un impact sur la relation commerciale également. Et ça semble tout à fait logique. Donc c'est pour ça que moi je te rejoins. D'autant que les avocats nous, on sont travaille avec une grosse partie de nos avocats. On a des forfaits sur la plupart de nos dossiers. À part par exemple un très gros contentieux imprévisible sur ces différentes branches, où là on va évidemment accepter un taux horaire. Et je dis évidemment parce que ça reste la norme aujourd'hui, mais je suis d'accord qu'il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais sinon, sur la majorité de nos dossiers, on va tomber d'accord sur une forme de forfait. Je pense que justement, il y a aussi des flexibilités que le temps peut amener, mais donc de dire forfait dans la mesure où le nombre d'heures passées ne dépasse pas X heures, puis des taux. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il va y avoir un travail à faire là-dessus. Et travail qui pourra notamment être permis par le temps gagné grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, on a vu que, ce qu'on vient de se dire, c'est que il y a forcément des changements qui vont s'opérer sur le métier concret de l'avocat et de sa plus-value très personnelle dans son quotidien, notamment en réduisant la part de rédaction et d'administratif pour laisser un peu plus de temps sur les notions plus stratégiques et plus comment dire et de relations clients. Ouais. Ça a un impact forcément sur la partie facturation, ça a un impact également sur son organisation interne, c'est-à-dire l'organisation de son cabinet avec ses collaborateurs, avec ses juristes, avec ses stagiaires, etc., etc. Ça va forcément avoir un impact. Mais ça a aussi un impact sur son business model. Est-ce qu'aujourd'hui, la capacité de se retrouver un peu partout en France, que ce soit par la visio, comme par l'échange de données informatisées, donc le fait de ne plus forcément faire circuler du papier ou de devoir systématiquement se rendre. Alors, il y a toujours beaucoup de choses qui justifient d'être à côté du tribunal pour pouvoir se rendre au tribunal, à mon avis malheureusement, mais est-ce que ça implique une modification du métier du cabinet d'avocat de façon plus globale? En gros, est-ce que généraliste versus spécialisé est de nouveau un sujet qui réapparaît directement lié à l'impact de l'IA et des nouvelles technologies au sens large? Je pense qu'il y a 72 000 avocats en France, 72 000 façons d'exercer le métier. Et je pense que ça va pas forcément changer avec le développement de l'IA générative. Mais effectivement, on va avoir des vagues et des choses qui vont se passer de manière assez cohérente sur le marché. Pardon, mais typiquement, si un avocat est capable de gérer plus de dossiers, est-ce que 72 000 avocats va toujours être pertinent? Ou est-ce qu'il va falloir créer des nouveaux marchés pour ces avocats? Oui, moi je pense que 72 000 avocats, ce sera. Enfin, je crois pas du tout au grand remplacement des avocats par l'IA et non plus le grand remplacement des avocats par les avocats qui vont faire que de l'IA. Parce qu'en fait, je pense que juste au fur et à mesure, tout le monde va s'y mettre, plus ou moins. Et donc, on va surtout avoir des dossiers mieux traités des deux côtés. Donc ça va forcément finir par s'équilibrer. Je ne pense pas qu'on va connaître une grosse diminution du nombre d'avocats. J'y crois pas trop. Je pense même qu'en France, on n'a pas assez d'avocats. Quand on regarde nos pays voisins, le nombre d'avocats est largement plus élevé par habitant chez l'ensemble des pays voisins. Et pourtant, on a des avocats qui gagnent pas leur vie correctement. Ouais, donc comment tu l'expliques? C'est culturel. Hein. Les Français aiment pas trop payer. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait réussir à changer aussi culturellement. Mais ouais, je pense qu'on a besoin de plus de droits et qu'on a besoin de plus d'avocats.
et qu'on a besoin de payer plus d'avocats. Et ça, c'est vraiment une conviction forte. En fait, l'avocat, il sert aussi un peu à la paix de la société, hein, à être un médiateur, un intermédiaire, un neutre, voilà, assez indépendant et donc qui peut aussi dire à son propre client qu'il se trompe, qu'il devrait demander moins, qu'il devrait être plus posé, plus dans le compromis. Et donc, il y a aussi une fonction d'apaisement de la société que peut jouer l'avocat, que doit jouer l'avocat, et si on s'en servait plus. Donc, voilà, moi, j'ai cet espoir aussi que ça puisse se développer, notamment au fur et à mesure que les avocats auront ce temps à consacrer aussi à ce genre de choses grâce à l'IA. Mais ça pose quand même une question de l'avocat qui n'utilise pas l'IA versus l'avocat qui l'utilise, parce que il est évident qu'il va y avoir, là encore, une distorsion qui va s'opérer entre les avocats qui sont équipés et les avocats qui ne sont pas équipés. Oui, ça c'est un vrai sujet. Il faut réussir à équiper tout le monde. Et donc, il y a des choses à faire de tous les côtés. Je pense que du coup, il y a beaucoup de pédagogie à amener auprès des avocats pour leur faire comprendre qu'ils ont probablement besoin de s'équiper et que que le retour sur investissement sera positif. Je pense qu'il y a de la formation à faire, du coup, par nos entreprises, par la Legal Tech. Et que ça, c'est des coûts qu'on doit porter nous-mêmes pour soutenir cette croissance. Et puis, il y a probablement aussi des enjeux de relations avec les ordres, avec le Conseil national des barreaux, avec le ministère de la Justice, pour avoir des mouvements plus généraux d'accompagnement à la transition vers cette technologie. Forcément, ça doit être des mouvements peut-être collaboratifs avec l'ensemble du secteur. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse prendre tout le monde par la main. Comme sur tous les sujets, il y aura des irréductibles qui prendront pas cette transition et qui pourront quand même très bien fonctionner, évidemment. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les façons de faire. Et donc, moi, je suis assez serein sur la manière dont tout ça va se passer, notamment parce qu'on a cette connaissance des enjeux et donc qu'on les anticipe, qu'on commence à les traiter. Il y a des projets dans certaines universités françaises de déjà commencer à former tous les étudiants à l'usage de plein d'outils différents. Donc des projets qui font appel à tous les acteurs du secteur pour qu'ils viennent donner des formations. Donc il y a des mouvements qui sont déjà en marche, qui vont s'accélérer, s'accentuer au fur et à mesure que le sujet va prendre encore plus d'ampleur. Et donc voilà, je pense que c'est une transition qu'on peut accompagner. Et quand tu dis pour ne laisser personne sur le côté. C'est-à-dire que ceux qui feront le choix de ne pas utiliser une solution d'IA, c'est parce qu'ils les auront testés, qu'ils auront vu ce que c'était, qu'ils auront compris ce que c'était et qu'ils auront décidé en toute connaissance de cause, donc probablement de manière tout à fait raisonnable, que c'était pas adapté à leur situation et qu'ils pouvaient continuer sans. Et donc ça, voilà, ce sera des situations qui seront également positives pour ces personnes. Et donc, quand tu dis aujourd'hui, il va falloir qu'ils s'équipent, enfin, je le disais aussi, qu'est-ce que parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet d'IA, mais le sujet d'IA entraîne un sujet du digital, puisqu'on ne fait pas d'IA sans avoir des données digitales. Et il y a un autre sujet qui est lié à la sécurité au sein des cabinets, qui sont souvent, aujourd'hui, quand on a du papier, la sécurité, c'est juste un verrou sur sa porte. Si on a des données qui sont maintenant sur des serveurs, ce qui est maintenant quand même le plus c'est aussi la sécurité incendie. Oui, tout à fait. Et après, il y a toute la question des contraintes de conservation des données. Aujourd'hui, s'équiper pour un avocat qui se dit, bon, allez, il faut que je sorte de mes dossiers qui font 15 cm de haut avec que du papier dedans. Et si je veux pouvoir commencer à épouser le virage de l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi, concrètement, s'équiper ? C'est difficile. À part avoir un abonnement Doctrine, évidemment. Non, j'espère, mais en fait, ça peut ne pas être la priorité, je le comprendrai parfaitement. Et donc, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les différentes manières d'exercer la profession. Je pense que chacun, selon ses appétences, et donc quand tu n'as pas un énorme budget à consacrer à ça, pour moi, la manière dont tu vas le réfléchir le plus pragmatiquement possible, c'est sur quoi est-ce que je perds le plus de temps et sur quoi est-ce que je déteste perdre du temps. Et donc, il y aura forcément une solution qui te permettra de gagner ce temps-là
et donc sur laquelle le retour sur investissement sera le plus important. Donc, est-ce que c'est l'archivage, la gestion administrative, le calcul du temps passé, la facturation, et ainsi de suite? Il y a plein de logiciels géniaux, notamment de Legal Tech, membres du groupe ou non, qui en font. Ou est-ce que c'est la recherche? Et donc, si c'est la recherche, bah oui, j'aurais tendance à conseiller parmi les solutions du marché un abonnement Doctrine. Mais je suis légèrement biaisé. Mais si c'est la facturation, bah en fait, c'est ça qu'il faut privilégier avant tout. Et il y aura des solutions adaptées et qui vont permettre cette digitalisation. Donc, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est vraiment celle-ci. C'est à budget limité et donc il faut chercher le retour sur investissement le plus important. Pour moi, il est clairement sur la notion de plaisir et donc de temps perdu et effectivement la quantité de temps consacré. Mais tu vois, il y a des avocats justement que ça dérange pas de faire plein de papiers, donc ils vont utiliser Doctrine en imprimant des décisions et ainsi de suite, et qui vont avoir des piles de papier quand même, mais qui justement vont gagner ce temps sur la recherche. Donc il y a plein de manières de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché de la Legal Tech qui mûrit à vitesse grand V et qui apporte des solutions sur quasiment tous les usages. On peut pas s'équiper de tout de suite, et donc il y a ces choix à opérer, ces priorités à opérer, avec progressivement, je pense aussi, quand on réalise le retour sur investissement que c'est de s'équiper d'une solution X, bah probablement que ça incite sur le long terme à s'occuper aussi de Y et Z pour gérer tel autre enjeu et tel autre sujet. Oui, parce enfin, pour avoir travaillé et pour travailler régulièrement avec pas mal de cabinets d'avocats, on se rend compte que finalement, le temps passé par un avocat dans son cabinet, et notamment quand il est senior, représente de moins en moins du travail concret sur les dossiers, mais plutôt de la gestion, de la comptabilité, régler les problèmes d'imprimante, enfin, toutes les merdouilles auxquelles on a le droit en tant que chef d'entreprise. Et c'est de mon point de vue, sur ces aspects-là, tu parlais de facturation, on peut parler aussi d'archivage, on peut parler de tous ces éléments-là qui vont leur faire gagner du temps pour pouvoir se consacrer au dossier. Mais tu vois, l'archivage, typiquement, donc là, j'ai pas de nom en tête comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'IA générative, tu vas pouvoir avoir des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plutôt aujourd'hui, il y a des technologies d'OCR, donc de reconnaissance des caractères sur un scan extrêmement élevé. Avec l'IA générative, tu as des possibilités de compréhension du document qui sont extrêmement élevées. Il est facile d'imaginer des systèmes d'archivage intelligents, automatisés, dans un futur proche, si ça n'existe pas encore déjà. Et donc, quand je parle d'archivage, je parle de tous les dossiers, mais donc sur tout ce qui est Contratech, par exemple, ça existe déjà depuis plusieurs années. Et donc, typiquement, bah ouais, moi, je suis extrêmement confiant sur le fait que ce genre de technologie va bouleverser au sens positif du terme le métier de l'avocat, parce que ceux pour qui c'est vraiment quelque chose de douloureux de faire ces activités pourront s'en décharger directement et rapidement. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit quand même aujourd'hui que la valeur perçue par les cabinets d'avocats, ça reste encore les templates Word qui sont utilisés par leurs équipes, parce que c'est des templates qui ont été éprouvés, etc., mais qu'on est toujours dans cette approche très vieille finalement. Et quand on leur pose la question, l'IA générative les angoisse, parce que justement, ils ont leur template qu'ils maîtrisent, et je comprends tout à fait d'ailleurs qu'ils préfèrent utiliser ces templates. Néanmoins, ces templates sont interconnectés avec rien, et du coup, à chaque fois, ils sont obligés de se recoller, les copier-coller, j'enlève ce paragraphe, je rajoute ce paragraphe, etc., etc. C'est extrêmement old school par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et pourtant, c'est toujours la valeur perçue de la plupart des cabinets. Ces changements prennent du temps, ça m'étonne pas, ça me choque pas, et je pense pas qu'on puisse le leur reprocher. Et je pense que justement, c'est surtout à nous de porter ce rôle pédagogique et de formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, c'est que la vague n'arrivera pas de manière positive si nous, on consent pas un fort investissement
dans cet accompagnement qui va être nécessaire, donc en se déplaçant partout, en ayant ce genre d'initiative aussi par exemple, donc quand je dis se déplacer partout, c'est à la fois chez nos clients, mais dans les événements qui parlent des sujets, dans les universités, voilà, il y a un changement qui va arriver, et encore une fois, moi je pense que c'est un changement pour le meilleur, et ça vraiment j'en suis complètement convaincu. Mais un changement, on peut pas le laisser se faire tout seul. Il faut faire preuve de pédagogie à tous les niveaux. Et pour moi, le seul bloqueur là-dessus, ça va être que certains avocats vont considérer que c'est une perte de temps de se faire former. Et donc c'est un peu un des points sur lesquels il faut avancer. Peut-être que ça pourrait faire partie de la formation continue, ce qui serait un fort incentive. Mais voilà, il y a cette nécessité pour nous d'être promoteur de cette vague afin de justement accompagner ce changement de mentalité sur les sujets que tu décris là, mais en fait sur tous les autres. Et notamment aussi, ça, pour moi, les rôles, c'est aussi un peu le rôle de la fédération de Legal Tech. Il faut qu'on parle d'une seule voix, il faut qu'on le fasse ensemble, parce qu'on va tous être confrontés à ces mêmes sujets sur chacun de nos segments. Et donc, il est important que ce soit des échanges à échelle plus large, à échelle plus macro que chaque entreprise dans son coin. Ouais, je te propose d'en rester sur cette mission. Sur cette note positive. Sur cette note positive et cette mission qui nous incombe, du coup. Et je te remercie pour ton temps. C'est moi qui te remercie pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'il sera apprécié par les visionneurs de la vidéo. Et hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Merci Hugo Ruggieri.